Aujourd'hui, ça devient essentiel pour les professionnels libéraux de définir une stratégie RH claire. Pourquoi? Parce que, par définition, les professionnels libéraux, ils sont petits. Ils n'ont pas été formés pour faire du management, pour faire des ressources humaines, et donc ils ont besoin de définir une stratégie recrutement claire. Ça va de la définition du besoin jusqu'à la sollicitation de ces profils pertinents, et enfin, la conversion, c'est-à-dire l'entrée de ces profils pertinents et la fidélisation de ces profils pertinents. Nous, chez Libéral Conseil, aujourd'hui, comment on découpe nos missions d'intervention sur ces sujets-là? On les découpe en 5 axes. Ça va être le PNACF, ça veut dire le positionnement, c'est-à-dire comment le cabinet se positionne par rapport à ses concurrents, comment il se positionne vis-à-vis des profils qu'il souhaite recruter. Ensuite, le N, la notoriété, c'est-à-dire une fois qu'on a identifié l'offre de valeur qu'on va avoir pour les personnes qui souhaitent nous rejoindre par rapport à nos concurrents, on va devoir développer une notoriété, c'est-à-dire faire en sorte de montrer, de faire valoir notre expertise, de faire valoir nos compétences et la plus-value que l'on a à apporter aux candidats qui souhaitent nous rejoindre. En réalité, c'est la même chose que quand vous voulez avoir plus de clients. Si vous voulez avoir plus de clients, vous avez besoin de montrer aux clients que vous êtes meilleur que vos concurrents, de montrer votre expertise, montrer la manière dont vous travaillez, l'efficacité dont vous faites preuve. Pour les candidats, c'est pareil. Vous avez besoin de montrer que les candidats qui vous rejoignent, ils vont progresser, ils vont être bien traités, ils vont travailler dans une super ambiance, ils vont être bien rémunérés, parce que c'est aussi un point essentiel, et ils vont s'épanouir au sein de vos équipes et progresser au sein de vos équipes. Le meilleur élément de notoriété pour vous, c'est que les employés de votre entreprise, en fait, soient heureux et le partagent. Une fois qu'on a fait cette stratégie de notoriété, c'est-à-dire on a identifié la proposition de valeur qu'on allait apporter aux candidats, puis identifié les différents canaux sur lesquels on voulait être visible pour ces candidats, c'est évident qu'on va pas avoir la même stratégie pour un comptable junior qui sort d'école, un apprenti, que pour un avocat expérimenté en M&A. Ça va pas du tout être la même approche, ça va pas être du tout la même stratégie et pas être du tout le même message et le même canal à utiliser. Si on prend un exemple concret, je veux recruter des apprentis en comptabilité au sein de mon cabinet afin de pouvoir me décharger des tâches les plus opérationnelles dans ma structure. Ma stratégie, ça va être d'être visible auprès de ces candidats-là. Aujourd'hui, comment on est visible pour des candidats qui ont entre 18 et 20 ans. Techniquement, ça va pas être sur LinkedIn. Concrètement, on va pas aller chasser sur LinkedIn des candidats parce que en fait, les gens entre 18 et 20 ans, ils utilisent quasiment pas LinkedIn. Donc faut être visible d'une autre manière. On peut être visible au sein de leur école. De 1, c'est-à-dire aller donner des cours au sein de ces écoles-là et donc pouvoir recruter les profils qui nous semblent les plus pertinents, être visible pour les profils qui nous semblent les plus pertinents. Ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe, c'est sur les réseaux sociaux que les jeunes, entre guillemets, sont amenés à fréquenter, c'est-à-dire du TikTok, du Instagram, potentiellement du Facebook, mais c'est de moins en moins le cas, et donc adapter ses contenus aussi en fonction de ces éléments-là, et aussi les messages qui seront présents dans nos contenus. Qu'est-ce qui va le plus attirer une personne jeune en apprentissage? Ça va être 1, la capacité à apprendre au sein de la structure, 2, ça va être l'ambiance dans les bureaux, et 3, ça va être l'expérience que d'autres apprentis ont eu au sein de la structure. C'est un point essentiel, ça veut dire qu'il faut que vous mettiez en avant l'expérience que vous avez déjà eu avec d'autres apprentis, que vous fassiez témoigner vos équipes par rapport à l'accompagnement que vous faites, à l'ambiance de travail, pour que derrière, la notoriété rejaillisse sur vos différents réseaux et que les éléments relatifs à votre visibilité soient bien identifiés pour les potentielles personnes qui voudraient vous rejoindre. Et ça passe également par un beau site web. Aujourd'hui, on imagine mal une personne de 18-20 ans se dire « Ah, je vais candidater chez Emilien, expert comptable ». La personne n'a pas de site web, elle a des mauvais avis sur Google. C'est vraiment un mauvais signal, la personne ne va clairement pas venir chez vous. Donc c'est vraiment un point important, cette e-réputation pour vous, pour générer aussi de l'adhésion vis-à-vis des candidats et de la visibilité par rapport à eux. Si on prend le contre-pied, de la même manière sur un avocat en M&A, avec 5 ans d'expérience, on va pas se contenter de publier des offres en ligne et d'attendre qu'ils candidatent. Non, sur des profils comme ça, très recherchés, très particuliers, on va devoir aller les chercher, et donc on va devoir aller les chasser. Et ça, il n'y a pas 50 000 solutions. Soit on est très visible auprès de la communauté avocat en M&A, c'est-à-dire on participe à toutes leurs soirées, on a un super réseau, un super relationnel, et on arrive à être très proche de ces profils-là, et donc au moment où on a un besoin, c'est beaucoup plus facile de le solliciter pour lui demander s'il souhaite changer de cabinet ou autre. Soit en fait, deuxième point, on fait ce que font tous les chasseurs de tête, c'est-à-dire on automatise un certain nombre d'actions sur LinkedIn, on communique beaucoup sur LinkedIn sur nos offres et on espère en fait que ça mord. On devient influenceur LinkedIn sur les sujets relatifs avocat, M&A pour se créer une communauté, créer de l'adhésion et montrer qu'on a une vraie proposition de valeur
pour les candidats M&A et qu'on travaille sur des sujets intéressants et qu'on a des bonnes rémunérations parce que potentiellement c'est des sujets qui peuvent les intéresser. Donc en fait, suivant le profil que vous allez cibler, vous allez avoir une offre différente et surtout une stratégie de notoriété différente à mettre en place. Le tout est de bien identifier les profils pour ensuite construire la stratégie de notoriété en fonction des contenus, des canaux que vous allez derrière utiliser. Comment faire pour qu'ensuite ils viennent dans le cabinet? Donc là, on s'attaque au A de l'acquisition. Concrètement, les gens commencent à me voir sur les réseaux sociaux, commencent à me voir dans les événements, commencent à me voir sur mon site web. Comment je fais pour qu'ils passent à l'acte, qu'ils se disent « Ok, j'ai envie de changer ». J'ai envie de changer de structure, je pense que le changement va me permettre soit de gagner plus, soit de m'épanouir davantage, de retrouver un équilibre entre ma vie pro et ma vie perso, de travailler sur des sujets plus intéressants ou de travailler sur un domaine d'activité sur lequel je ne travaillais pas aujourd'hui. À ce moment-là, l'enjeu, ça va être de l'acquisition, ça va être visible au bon endroit et en bon moment. Un peu comme sur la notoriété, si on prend l'exemple d'un cabinet d'avocats qui souhaite recruter des stagiaires, ça va être publier ses offres au bon endroit, au bon moment. À quelle période de l'année on cherche des stages, sur quel type de réseau les personnes recherchent des stages. Et à ce moment-là, une fois qu'on se pose ces questions-là, on va publier à ces moments-là et on va faire en sorte que l'offre soit attirante pour le candidat. Attirante, c'est effectivement la rémunération parce que personne ne travaille gratuitement, mais il y a aussi en fait tout l'aspect formation, l'aspect épanouissement, l'aspect évolution de carrière. Là, on n'en parle pas pour un stagiaire, mais pour un CDI, il y a aussi cette vision et son évolution au-delà de la structure et surtout la vision que vous avez de votre structure et de son évolution. Parce que les bons salariés, les bons candidats, c'est des personnes qui se projettent dans l'entreprise et qui veulent savoir dans 5 ans quel sera leur rôle et dans 5 ans à quoi ressemblera l'entreprise. Donc il y a à la fois cette stratégie inbound marketing qu'on appellera, qui est de publier ses offres aux beaux endroits. Donc suivant les professions, vous allez avoir différentes plateformes. Et ne soyons pas bêtes, c'est pas parce que sur une plateforme, un jour, vous avez réussi à avoir un candidat performant qu'il faut continuer systématiquement à publier sur les mêmes plateformes. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de plateforme de référence sur le droit, sur l'expertise comptable pour publier vos offres. Donc l'enjeu, c'est de bien identifier où sont présents vos candidats, de tester et de voir concrètement le retour sur investissement que vous allez avoir. Donc ça, c'est sur de l'inbound marketing. Sur de l'outbound marketing, ça va être organiser des événements en recrutement au sein de mon cabinet, expertise comptable ou avocat, en invitant les collaborateurs, expertise comptable, avocat, et en faisant en fait des soirées pour que ces personnes-là puissent se rencontrer. Votre enjeu, ça va être de montrer à tout le monde que vous êtes cool, et derrière, suite à ces événements, l'enjeu, c'est de pouvoir appeler en fait chacun des participants, les contacter, les connaître un peu plus, et derrière, les pousser à candidater chez vous. Dans la même veine, vous avez aussi la stratégie qui est utilisée aujourd'hui par tous les cabinets de chasse de tête, c'est en fait aller contacter les profils qui vous semblent pertinents. Vous allez me répondre, je sais pas faire, mais personne ne sait faire en réalité. L'enjeu, ça va se faire en plusieurs étapes. Ça va être concrètement, c'est ce qu'on se dit depuis le début, c'est identifier quels sont les profils que je recherche. Je travaille dans un cabinet en M&A sur Nantes. Alors en fait, du coup, les profils que je vais rechercher, ça va être des profils qui sont déjà sur la région potentiellement, ou alors des profils souvent parisiens qui veulent s'exporter à Nantes et qui ont déjà travaillé dans le M&A par exemple. Et à ce moment-là, vous allez identifier soit dans une logique account-based, c'est-à-dire l'ensemble des cabinets nantais qui font de la M&A, soit dans une logique plus profil avocat, collaborateur M&A autour de Nantes. Donc pour ça, pas de secret, LinkedIn c'est le plus pertinent. Vous allez utiliser soit votre LinkedIn, soit utiliser Sales Navigator, qui vous permet de mettre des critères de recherche beaucoup plus précis. Ensuite, une fois que vous avez votre liste de candidats, environ peut-être 300, 400 ou autre, vous allez pouvoir exporter cette recherche. Nativement, vous pouvez pas le faire sur Sales Navigator. Et donc du coup, vous allez devoir utiliser un outil tiers. Les outils tiers, il y en a des tas sur le sujet. Mais le plus adapté en termes de prix, c'est un Wallaxy. C'est gratuit, vous pouvez faire 1000 exports par jour, franchement, ça coûte rien, et vous pouvez du coup exporter les candidats que vous avez identifiés comme étant dans votre cible. Option numéro 1, vous faites un filtrage derrière sur un fichier Excel ou autre pour identifier lesquels semblent le plus pertinent et avoir des approches un peu plus personnalisées. Option 2, vous mettez directement votre fichier sur un outil d'automatisation qui va permettre de contacter automatiquement cette personne. Le contacter, c'est pas le contacter n'importe comment. L'enjeu, c'est effectivement soit de passer par du LinkedIn, auquel cas vous envoyez une invitation automatiquement via Wallaxy ou peu importe quel autre outil, mais bon, c'est le plus simple et le plus abordable pour des profils non techniques. L'enjeu, ça va être aussi du coup de communiquer avec lui de manière très personnalisée, de raconter une histoire. Et c'est là que
rentre en compte votre positionnement et votre notoriété. Si vous avez un domaine d'expertise spécifique, une histoire spécifique à raconter, ça va permettre au candidat de davantage se projeter sur votre projet et donc d'avoir un message beaucoup plus personnalisé. Cette personnalisation des messages, aujourd'hui, elle est grandement facilitée par de l'IA. Ça va pas être j'ai vu que tu avais travaillé X années dans le M&A, etc. Ça va plutôt être tourné sur les réelles expériences, les compétences qu'il a pu mettre en avant sur son profil LinkedIn. Et donc aujourd'hui, l'IA permet vraiment de faciliter et d'ultra personnaliser la relation qu'on va pouvoir avoir avec ses candidats. Donc une fois qu'on a potentiellement mis en place cette mécanique, on peut aussi coupler ça avec de l'appel. Il y a des outils qui vous permettent de faire de l'appel téléphonique, ce qu'on appelle du cold calling, mais certainement que vous serez beaucoup moins à l'aise avec cette démarche-là. Mais c'est aussi une solution, enfin typiquement les cabinets de recrutement font ça. Et donc c'est aussi une solution pour vous d'avoir des retours de manière beaucoup plus efficace. La limite là-dessus, c'est vous pouvez vous mettre à dos potentiellement des consoeurs ou confrères si vous commencez à appeler leurs salariés directement. Donc ça, c'est cette partie acquisition. Donc l'enjeu est de générer une interaction avec vous, de générer une candidature. Une fois qu'on a cette candidature, on passe du coup à la partie suivante. La partie suivante, c'est la conversion. C'est-à-dire à partir du moment où le candidat se dit « Ok, c'est bon, je veux postuler, je veux faire le process de recrutement avec vous ». Là, l'enjeu principal, c'est la réactivité. Vous avez un candidat qui vous sollicite, vous devez avoir un process de recrutement clair. Combien d'entretiens? Qui doit-on solliciter pendant les entretiens? Et qu'est-ce qu'on va tester chez le candidat pendant les entretiens? Le premier appel est le plus important avec le candidat. L'enjeu, ça va être de débriefer avec lui quels sont ses objectifs, quels sont ses enjeux et à quelle temporalité il veut faire avancer son process de recrutement. Vous, votre objectif, c'est que ce process de recrutement est le plus vite possible. Donc idéalement, peu importe le nombre d'entretiens, il faut que ça tienne en 2 semaines. À la limite, si le profil ne convient pas, vous annulerez les entretiens. C'est pas un problème. Mais si vous bloquez déjà les entretiens, ça fera déjà en sorte que le candidat ne puisse plus faire marche arrière parce que il s'est déjà engagé auprès de vous. Donc il y a un enjeu vraiment à travailler ce process pour que le premier entretien que vous fassiez avec lui jalonne l'ensemble des étapes qui suivent, que vous sachiez concrètement ce que vous testiez à chacune des étapes. Pour ça, il y a aussi la logique un peu outil, c'est-à-dire pour pouvoir suivre efficacement les process de recrutement de chacun, vous avez besoin de mettre un outil en place. Bon, il y a ce qu'on appelle des ATS, moi je vous le conseille pas. Il y a des outils beaucoup plus simples qui vous permettent aujourd'hui de gérer efficacement les candidatures. Mettre en place un outil de formulaire qui est gratuit, un type Taliform, plus derrière le coupler à Notion, qui est un outil un peu multifonction qui vous permet de faire des automatisations, qui vous permet de faire de la gestion de projet, et donc également de suivre les candidats dans un process de recrutement en y mettant en place des automatisations. L'enjeu, c'est cette partie outils également pour avoir quelque chose de fluide où vous pouvez suivre de manière efficace l'ensemble des entretiens qu'une personne a passé, avoir l'ensemble des infos sur cette personne et suivre l'état d'avancement de ces différents entretiens et la relancer si d'aventure il y a un problème sur ces entretiens. Dans le meilleur des mondes, vous avez fait passer tous vos entretiens au bout de 2 semaines. Le plus important maintenant est de prendre une décision. Aujourd'hui, et beaucoup de cabinets de recrutement le déplorent, les cabinets d'expertise comptable, les cabinets d'avocats mettent énormément de temps pour répondre. Le cycle décisionnel est vraiment très long. Ce qui fait que les candidats, ils peuvent être très intéressés par le cabinet. Si le process de recrutement met 2 mois, les candidats, ils vont arrêter. Ils vont arrêter, soit ils vont rester dans le cabinet où ils sont, soit ils vont aller dans un autre cabinet où le process de recrutement est plus court. Donc votre réel enjeu est de vraiment travailler sur ce process de recrutement pour qu'il soit fluide, qu'il engage au maximum le candidat et qu'il puisse être performant pour que vous puissiez juger concrètement de la performance du candidat avec des entretiens dédiés qui ont chacun un objectif spécifique. Une fois qu'ils ont converti, il y a une étape cruciale pour votre cabinet qui va dépendre grandement de la qualité de votre collaborateur, c'est l'onboarding. L'onboarding, ça ne s'organise pas quand la personne arrive chez vous, c'est en amont qu'elle arrive chez vous. Vous devez lui communiquer les manières de travailler, l'historique du cabinet, que vous soyez cabinet expertise comptable, cabinet avocat, office notarié. Il faut que le candidat s'imprègne de votre culture, de la culture de l'entreprise, de la manière de travailler de l'entreprise, pour qu'en amont, il puisse déjà voir quels sont les objectifs de l'entreprise, quelles sont ses valeurs, comment on travaille, quels sont les points les plus importants dans l'organisation. Une fois qu'il arrive, le plus important également, c'est d'avoir un onboarding structuré. Un onboarding structuré, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir une roadmap sur les 2 premières semaines et surtout une grille d'évaluation sur quelles sont les compétences qu'une personne qui rejoint Darrois, qui rejoint BDO doit accomplir lors de ces 2 premiers mois, ces 4 premières semaines et autres. Et d'avoir surtout quelqu'un qui suit en fait cet avancement. Soit une personne en interne RH, soit en fait un référent en interne qui va s'assurer de l'évolution du collaborateur. Parce qu'un collaborateur qui est bien sur les rails sur les
4 premières semaines, sur ces 2 premiers mois, ça va être un collaborateur qui performe, qui est bon chez vous. Et surtout, en fait, le fait de mettre en place un onboarding pour faire monter rapidement en compétence la personne pour qu'elle s'imprègne des valeurs de l'entreprise va faire que ce candidat va se sentir valorisé, va se sentir impliqué dans la structure. Et c'est un candidat potentiellement qui s'investira plus et que vous ne lâcherez pas au bout de 3 mois parce qu'il ne convient pas. Donc il y a cette partie, on va dire, onboarding. Une fois cet onboarding fait, il y a aussi la partie suivi des collaborateurs. Combien de cabinets aujourd'hui perdent leurs collaborateurs parce qu'ils ne sont pas suivis? On les suit pas, on les accompagne pas dans leur progression, on fait pas en sorte qu'ils s'améliorent, on les fait pas travailler sur des sujets différents, des sujets à forte valeur ajoutée, on leur laisse en fait un travail entre guillemets de gratte-papier. Et donc c'est vraiment un enjeu de bien réfléchir à la manière de faire évoluer vos collaborateurs en les faisant au fil des années, au fil des mois, évoluer sur de nouvelles activités, sur de nouvelles tâches, avec plus de responsabilités pour que eux puissent se sentir également investis et donc qu'ils puissent prendre plus de place en interne, évoluer et donc gagner en productivité. C'est un enjeu majeur. Pour jalonner cette relation-là et cette évolution-là au sein du cabinet, c'est pas magique. Il y a besoin de sacraliser du temps avec ces personnes-là. Typiquement, un point d'1 heure par mois et surtout un point de 2 heures tous les 6 mois pour voir l'évolution du collaborateur au sein de la structure en termes de charge de travail, en termes de sujet de travail, en termes de sujet client. C'est très important de pouvoir les suivre concrètement et d'avoir un réel parcours collaborateur pour jalonner toute son évolution et faire un point tous les 6 mois où on va lui lister en fait l'ensemble des tâches, l'ensemble des points d'amélioration sur lesquels il doit progresser pour passer au grade supérieur et l'ensemble des points qu'il a déjà maîtrisés et qu'il doit continuer à suivre. Et donc une fois qu'on a fait ça, qu'on suit correctement ses collaborateurs, c'est beaucoup plus facile de garder des collaborateurs qu'à d'aller en chercher de nouveaux. En termes de coûts, il n'y a vraiment pas photo. Garder un collaborateur au sein de ses équipes, ça coûte 10 fois moins cher que d'aller chercher un nouveau collaborateur, de le reformer sur les sujets sur lesquels vous les avez déjà formés.